Alors, pour le cours de mercredi 9 décembre, pour les confinés, nous allons donc bien sûr poursuivre donc le chapitre grand 2 de mécanique des fluides sur les bilans macroscopiques sur des écoulants de fluides. On est toujours dans le petit 1 et on va terminer donc les bilans mécaniques. Alors après avoir développé les bilans d'énergie mécanique, d'en avoir déduit la démonstration du fameux théorème de Bernoulli, donc théorème simpliste mais qu'on utilise beaucoup en aéronautique et en mécanique des fluides, nous allons pouvoir passer petit c donc à un bilan de quantité de mouvement sur deux exemples différents, vous allez voir. Donc bilan de quantité de mouvement, donc bilan macroscopique c'est un vecteur alors que l'énergie mécanique était un scalaire. Alors, première application, exemple numéro 1, nous allons faire un bilan de quantité de mouvement pour déterminer la force exercée par l'eau sur un coude de canalisation. Alors, un coude de canalisation, voilà par exemple ici. Donc l'eau arrive par exemple là, dans ce sens-là, elle va ressortir ici. Effectivement, on a fait faire une rotation, donc on a incliné le jet d'eau, le courant d'eau liquide, et ça va provoquer effectivement, vous allez voir, une force sur le coude. C'est-à-dire que ce coude, il va falloir bien le coller, bien le fixer à la canalisation, sinon il va être éjecté. Alors on va essayer d'évaluer cette force. Alors pour cela, donc je prends comme volume de contrôle le coude de canalisation. Évidemment, il est fixe dans le référentiel galiléen lié à la Terre. Je considère que l'écoulement d'eau dans le coude de canalisation, elle est incompressible, homogène, stationnaire. Je peux prendre en compte la viscosité, vous allez voir, ça ne posera pas de problème. Je rappelle quand même la loi fondamentale de la mécanique qui vient derrière le bilan de quantité de mouvement, bien sûr, sur un système fermé dans un référentiel galiléen. La dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement, donc de sigma, c'est égal à la somme des forces extérieures, uniquement extérieures. On l'appelle théorème de la quantité de mouvement, mais aussi PFD, principe fondamental de la dynamique, résultante, théorème de la résultante cinétique, théorème de la résultante dynamique, deuxième loi de Newton, voilà, tout ça c'est la même chose. Tout ça c'est lié bien sûr à la quantité de mouvement. Alors, on définit donc le système fermé sigma, en utilisant bien sûr le volume de contrôle, donc on va dire que c'est le fluide, donc l'eau contenue dans le volume, plus DMA, la petite masse d'eau, qui va rentrer dans le coude de canalisation entre la date T et la date T plus dt. Alors à l'entrée, ici en A, on dit que la pression vaut PA, que la section vaut SA et que la vitesse vaut VA. Alors vitesse VA, c'est plutôt une vitesse débitante évidemment, puisque s'il y a de la viscosité, on sait bien que la vitesse ne sera pas la même partout sur la section à cause de l'adhérence sur les parois déjà. Et DMA, c'est donc la petite masse qui va rentrer entre T et T plus dt dans le coude de canalisation. Le même système sigma à T plus dt, ça va être le fluide dans le volume V plus dmb, la petite masse, les quelques gouttes qui vont sortir entre T et T plus dt du coude de canalisation, où la section vaut SB, pas forcément la même que SA, la pression PB et la vitesse VB, la vitesse débitante. J'ai orienté les axes X et Y pour pouvoir projeter tout à l'heure. Alors qualitativement, je me doute que la force exercée par l'eau sur le coude, qualitativement, elle est plutôt dirigée comme ceci, mais on va bien sûr justifier tout ça. On évalue ensuite la quantité de mouvement de sigma à la date t, donc c'est la quantité de mouvement donc, du fluide dans le volume V, qu'on appelle donc la partie commune si vous voulez, plus dma-va, ça c'est la quantité de mouvement de la petite masse dma, la quantité de mouvement du même système sigma t plus dt, donc quantité de mouvement du fluide dans le volume V à t plus dt plus dmbvv. Ensuite, pour évaluer la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement de sigma, eh bien on fait ça moins ça divisé par dt. En régime stationnaire, la quantité de mouvement du volume V ne peut pas changer au cours du temps, même si au cours du temps, dans le volume V, ce ne sont pas les mêmes gouttes de liquide, évidemment. La quantité de mouvement de l'ensemble ne pourra jamais changer si on est en régime stationnaire. Donc on peut se débarrasser de ces deux termes. dmb sur dt, dma sur dt, par définition c'est le débit massique et en régime stationnaire il se conserve partout. Donc grand dm, le débit massique, fois vb moins va. Alors je tiens au vecteur, la quantité de mouvement c'est un vecteur, je tiens au vecteur, surtout que là, les vecteurs VA et VB ne sont pas collinéaires, comme vous pouvez le remarquer, les vecteurs ne sont absolument pas collinéaires. Donc, vous laissez bien les vecteurs jusqu'au bout. Ensuite, la somme des forces extérieures. Alors, sur donc ce système sigma, qui est un volume de fluide, il y a donc des forces de contact de pression, donc à l'entrée et à la sortie. Il y a les forces de contact exercées par la canalisation. Il y a bien sûr la pesanteur, mais qu'on va négliger ici. Ensuite, les forces de pression à l'entrée en A, c'est donc PA fois SA UX.
La force de pression en B, donc moins PB SB UY, donc force de pression elle est bien dirigée en B dans ce sens-là. Et la force exercée par la canalisation sur l'eau, c'est moins la force exercée par l'eau sur la canalisation, donc celle que l'on cherche à évaluer d'après le principe des actions réciproques. Vous allez me dire, et les forces de viscosité? Eh bien, ce sont des forces intérieures entre les gouttes, donc elles ne sont pas prises en compte dans le théorème de la quantité de mouvement. Voilà, donc je factorise tout ce qui est selon UX, tout ce qui est selon Y, et j'ai donc la force exercée par l'eau sur la canalisation. Alors en effet, j'ai une composante positive sur UX, négative sur UY. Si je prends PA égale PB, SA égale SB, donc VA égale VB, j'ai en fait en norme les deux composantes qui sont identiques. Donc en effet, j'ai bien une force qui va être à 45 degrés dirigée dans ce sens-là, et qui a tendance à vouloir arracher le coude de canalisation au reste de la canalisation. Petite évaluation numérique en prenant un débit de 1 kg par seconde, donc 1 litre par seconde pour de l'eau liquide. 2 barres de pression en A et en B, donc cohérent dans une canalisation. La même section en A et en B, 78,5 cm². Et donc VA égale VB égale le débit massique sur μS. Donc c'est, si vous voulez, le débit volumique sur S, la section. Ce sont bien des vitesses débitantes. S'il y a de la viscosité, ça fait 0,13 mètres par seconde. On en déduit Fx égale Fy égale 1570 Newton. Alors on aime bien dire que ça fait une poussée de 157 kg, puisqu'on divise par petit g, 10 mètres seconde moins 2, l'accélération de la pesanteur. Donc ça c'est pour le sens commun. Mais 1570 Newton, c'est une force, c'est bien en Newton. Donc c'est pas négligeable du tout, hein. Une poussée de 157 kg, c'est comme si quelqu'un de 157 kg, je ne citerai personne, s'assoit sur la canalisation, si vous voulez, enfin sur le coude, hein. Donc c'est absolument pas négligeable. Alors un petit complément très utile dans les applications, dans les exercices qu'on rencontre. On va essayer d'évaluer, de comparer cette force exercée par l'eau sur la canalisation, donc sur la face interne de la canalisation. On va essayer de la comparer à la force exercée par l'air atmosphérique à l'extérieur de la canalisation, donc sur la face externe de la canalisation. Là, évidemment, la pression, on peut considérer qu'elle est uniforme, qu'elle vaut P0 hein, sur la surface latérale externe. Et bah, comment on fait pour calculer cette force, sachant que cette surface, elle est compliquée, elle est biscornue, donc on ne va pas poser une intégrale, évidemment. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème du gradient. Alors, démonstration, pas du tout au programme, vous allez juste retenir que sur une surface fermée quelconque, si la pression est uniforme, la résultante des forces de pression vaut vecteur nul. Alors bien sûr, ça se démontre facilement sur une sphère, un cylindre, un pavé, mais vous admettez que ça se démontre sur n'importe quelle surface fermée. Donc sur une surface fermée quelconque, la résultante des forces de pression est nulle si la pression est uniforme. Alors nous, on va utiliser ce théorème indirectement en étant astucieux. Donc nous, on cherche la force de pression à la pression P0 sur la surface latérale seulement. Eh bien, je vais fictivement fermer cette surface ici et ici en supposant que j'ai P0 ici et ici. Alors c'est pas vrai en réalité. J'ai pas la pression atmosphérique P0 parce que j'avais deux barres en A et en B. Mais pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que la force de pression sur la surface latérale, elle ne dépend absolument pas de la pression qu'il y a ici et de la pression qu'il y a ici. Une force de pression sur une surface, ça ne dépend que de la pression sur cette surface et la forme de cette surface. Ça ne dépend pas du tout de ce qui se passe ici et ici. Donc, astucieusement, je considère fictivement hein, que j'ai la même pression ici et ici. J'ai donc une surface fermée, mathématiquement, avec la pression uniforme. Donc, je peux appliquer le théorème du gradient et dire que la force de pression qu'exercerait la pression P0 ici, plus la force de pression qu'exercerait la pression P0 ici, plus la force de pression sur la partie latérale que je cherche, ça donne bien vecteur nul. Voilà. J'en déduis donc la force exercée par l'air sur la partie latérale, c'est-à-dire c'est plus P0 SB UY moins P0 SA UX. Voilà. Alors SA et SB, j'ai pris les mêmes surfaces que tout à l'heure, et je trouve 785 newtons pour chaque composante. Donc évidemment, c'est à peu près 2 fois plus petit que la force exercée par l'eau, mais c'est quand même pas négligeable, ça fait une poussée de 78,5 kg quand même, hein, la poussée de l'air sur la face externe de la canalisation. Je répète, hein, la force de pression exercée sur la partie latérale externe, donc du coude de canalisation par l'air, elle est indépendante de PA, de SA, de PB, de SB. Donc vous fermez, vous fabriquez une surface fermée à partir de la surface latérale comme vous voulez, comme ça vous arrange. Donc le plus simple, c'était bien sûr de prendre une surface perpendiculaire à X, perpendiculaire à Y, évidemment. Donc ce théorème du gradient, je ne vous cache pas qu'on va le retrouver dans pas mal d'exercices, dans pas mal d'applications, c'est souvent très utile.
Alors c'est tout pour le premier exemple d'utilisation d'un bilan macroscopique de quantité de mouvement, et c'était sur l'évaluation des forces exercées par les fluides sur les coups de canalisation, sur les canalisations en général. L'exemple numéro 2, on va s'intéresser au décollage d'une fusée, plus particulièrement donc à la poussée des réacteurs. Alors poussée des réacteurs, des turboréacteurs qu'on va retrouver sur des avions de ligne comme l'Airbus A380, qu'on va retrouver sur le Rafale par exemple, les avions de chasse. Donc de manière générale, comment on évalue la poussée d'un réacteur. Donc là, on va s'intéresser au décollage d'une fusée. Donc la fusée Ariane 5 en Guyane, voilà, au décollage. Donc là, en effet, comme vous pouvez le voir, hein, il y a en réalité trois réacteurs. Vous avez le moteur Vulcain au milieu, qui crache aussi effectivement un gaz, mais qui n'est pas le même. Et vous avez les deux boosters sur les côtés, hein, qui crachent voilà, les deux gaz un petit peu très, très lumineux. Alors bien sûr, quel est le principe? AT égale 0, donc on est collé à la surface de la Terre. F, la fusée, a une certaine masse, AT égale 0. Et dans cette fusée, bah, il y a sa carlingue, il y a certainement un satellite dedans, et il y a du carburant, divers carburants qu'on ne va pas détailler ici. Le problème, c'est pour la faire décoller, il faut contrer donc la force de pesanteur exercée par la Terre. On est dans le référentiel galiléen lié à la Terre. Nous, ce qu'on aimerait, c'est à une date t qu'elle est décollée. Donc à ce moment-là, elle aura une certaine vitesse VF à la date t, vitesse de la fusée, et la masse de la fusée ne sera pas la même. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, elle aura craché du carburant, craché du gaz, et je vous cache pas que c'est plusieurs tonnes par seconde, donc c'est pas rien du tout ce qu'elle va cracher. Et à t plus dt, donc une vitesse à t plus dt, une masse encore différente. Et là, effectivement, vous allez comprendre, là j'ai représenté les gaz qui ont été éjectés, la petite masse dm de gaz éjectés entre t et t plus dt, avec la vitesse u, c'est la vitesse relative des gaz éjectés par rapport à la fusée. Donc petit u, c'est la vitesse des gaz par rapport à la fusée, c'est la vitesse d'éjection des gaz. Je l'ai écrit ici, hein, des gaz par rapport à la fusée. Avec un débit massique, grand dm, donc dm sur dt, donc la masse divisée par dt, le débit d'éjection des gaz en kilogrammes par seconde. Alors bien sûr, on donnera des ordres de grandeur tout à l'heure pour des fusées. Bien, alors là, le problème, c'est que la fusée en elle-même, la fusée toute seule, c'est un système ouvert, car la fusée, au cours du temps, elle perd de la masse, puisqu'elle crache du gaz. Bien sûr, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. Pourquoi on crache du gaz avec un débit massique important, une vitesse d'éjection importante? Parce qu'il y a des réactions chimiques explosives, exothermiques, très exothermiques, donc des explosions, qui sont canalisées, bien sûr. Et c'est grâce à ces explosions qu'on va pouvoir apporter énormément d'énergie cinétique aux molécules. Donc les réactifs réagissent ensemble, créent une réaction d'explosion chimique, et donc on va pouvoir libérer cette énergie sous forme d'énergie cinétique dans les molécules de gaz éjectés, dans les gaz éjectés. Bien, le régime n'est pas stationnaire, attention ici, puisque la vitesse de la fusée elle dépend du temps et sa masse aussi. Par contre, on considère que U est constant, évidemment, et que grand dm, le débit, est constant. Ce qui est à peu près vrai durant les premières minutes de décollage de la fusée. Il faut donc définir un système fermé et essayer d'évaluer, pour évaluer la poussée donc, qui s'exerce sur la fusée. Donc à t, on va prendre la fusée. Donc à la date t, on va prendre que la fusée. Et à t plus dt, on va prendre la fusée plus ce qu'elle a perdu. Comme ça, on a bien un système fermé, on n'a rien oublié. Donc dm, la masse des gaz qui ont été éjectés. On évalue la quantité de mouvement de sigma à la date t, donc c'est la quantité de mouvement de la fusée à la date t. Donc la masse de la fusée fois sa vitesse, puisqu'elle est en translation rectiligne dirigée vers le haut. Et la quantité de mouvement de sigma t plus dt, c'est la quantité de mouvement de la fusée à t plus dt, plus la quantité de mouvement des gaz éjectés. Donc la masse fois la vitesse des gaz éjectés par rapport à la Terre, car on travaille dans le référentiel terrestre galiléen. Le référentiel lié à la fusée, il n'est pas galiléen puisqu'il est en accélération, il n'est pas en translation rectiligne uniforme. Donc il nous faut la vitesse du gaz par rapport à la Terre. Donc la vitesse du gaz par rapport à la fusée, U, plus la vitesse de la fusée par rapport à la Terre, VF, que j'évalue à date t, puisque je vais faire tendre dt vers 0. Je fais la quantité de mouvement à t plus dt moins la quantité de mouvement à la date t, pour en déduire la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Ce qui va me donner donc la dérivée par rapport au temps du produit mfvf, donc masse de la fusée fois sa vitesse, plus dm sur dt, donc le débit massique, u plus vf. Donc je développe mf dv sur dt, plus vf dmf sur dt, plus dmu, plus dmvf. Alors on va faire un petit bilan de masse de la fusée entre t et t plus dt. Donc la masse de la fusée à t plus dt moins la masse de la fusée à la date t, c'est moins la masse qui a été éjectée. Avec dm positif, la masse de la fusée à t plus dt, elle est bien plus petite que la masse de la fusée à la date t puisqu'elle a perdu du gaz.
développement limité à l'ordre 1, donc dmf sur dt, fois dt égale moins dm, donc moins le débit massique. Je remplace ici, je vois que ce terme, il va donc se simplifier avec celui-là, et pour la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement du système sigma, qui n'est pas la fusée, vous avez bien compris, hein, c'est la fusée plus le gaz éjecté, c'est donc mf dvf sur dt plus grand dmu. Donc ça, c'est la masse de la fusée fois son accélération. Et ça, ce terme, on va voir ce qu'il représente, hein. Alors, je peux maintenant appliquer le théorème de la quantité de mouvement à ce système sigma qui est fermé dans le référentiel terrestre galiléen. Quelles sont les forces extérieures? Alors, les forces extérieures qui s'exercent sur la fusée, une fois qu'elle a décollé, bien sûr, il y a son poids, à la date t, évidemment, et il y a la force de traînée exercée par l'air. Évidemment, force de traînée qui va être importante puisque la vitesse de la fusée va provoquer un vent relatif très très important. Alors, il n'y a pas de portance. Normalement, une fusée, si tout va bien, il n'y a pas de portance pour qu'elle reste bien verticale sur sa trajectoire. Mais au décollage, la vitesse, elle est nulle. Et l'accélération n'est pas nulle. C'est pas parce que la vitesse est nulle que l'accélération est nulle. Il faut bien que ça décolle. La vitesse est nulle, donc il n'y a pas de traînée. Et nous, on s'intéresse uniquement à ce qui se passe au décollage. J'ai mis le terme dmu de l'autre côté. Et là, vous avez la masse fois l'accélération, qui est égale au poids, plus un terme qui est en newton. Grand dm fois u, c'est à la dimension d'une force, hein, mais c'est pas une force extérieure. C'est pas une force extérieure qui s'applique sur le système sigma. C'est une conséquence du bilan de quantité de mouvement. Et c'est ça qu'on appelle la poussée des réacteurs. Attention, la poussée des réacteurs, c'est moins dmu. C'est-à-dire que la poussée, elle est opposée à U, elle est bien dirigée vers le haut, et c'est bien elle qui est responsable du décollage, de la montée de la fusée, si, évidemment, au décollage, en norme, dmu est plus grand que mg, la masse de la fusée à t égale 0. Donc voilà comment on évalue la poussée d'un réacteur, d'un turboréacteur, donc ici, la poussée totale sur la fusée, grâce à un bilan de quantité de mouvement. Alors après, bien sûr, on peut le faire aussi sur le réacteur d'un avion, sur tout ce qui est turboréacteur, donc tout ce qui marche par propulsion, c'est-à-dire on libère des gaz vers l'arrière pour pouvoir provoquer une poussée vers l'avant. Alors, on va prendre l'exemple d'Ariane 5, justement. Ariane 5, que l'on voit ici sur la photo. Donc Ariane 5, il y a deux boosters et le moteur Vulcain qui est au milieu, là, qui crache aussi, vous voyez, on voit un petit peu, c'est un peu plus transparent, mais il crache quand même du gaz. Et on va essayer de donner des ordres de grandeur. Alors la fusée Ariane, alors ça dépend bien sûr de la masse des satellites embarqués, mais en général on a 750 tonnes quand même, c'est quand même un dixième de la tour Eiffel. Ça fait 5,5 méganewtons pour le poids, donc mg, et la poussée au décollage, elle vaut à peu près 12 000 kilonewtons, donc 12 méganewtons, donc c'est bien plus grand que le poids, tout va bien. On dit que ça fait 1200 tonnes de poussée, hein. Vous savez, vous divisez par petit g en prenant 10 et vous avez une vision de la poussée en tonnes. 1200 tonnes de poussée. Bien, alors le débit massique, il vaut à peu près 1,8 tonnes par seconde, donc il y a 1,8 tonnes de gaz, donc de produits de réaction chimique qui sont éjectés par seconde. Alors bien sûr, pas pendant des heures, hein, pendant 2 minutes, je crois, à peu près, par les deux boosters au décollage. Et le moteur Vulcain, qui est au milieu, lui, 270 kg, donc 0,27 tonnes par seconde. Alors, les boosters au décollage, c'est à peu près 90% de la poussée. Le moteur Vulcain, c'est 10%. Après, une fois que les boosters sont vides, vous savez qu'ils sont décrochés, hein. Après, on les décroche et ils brûlent dans l'atmosphère. Il n'y a plus que le moteur Vulcain pour déplacer la fusée. Mais en général, là, on est loin de la surface de la Terre. Donc, dm fois U, c'est donc la poussée. J'ai donc évalué 3000 mètres par seconde pour la vitesse d'éjection des gaz par les boosters et 4440 mètres par seconde pour la vitesse d'éjection des gaz par Vulcain. Voilà, pour donner un petit peu une idée. Mach 1, c'est 340 mètres par seconde. Donc, vous voyez, on est vraiment à des vitesses supersoniques, hein, des vitesses d'éjection supersoniques qui dépassent largement la vitesse du son. Alors ensuite, j'ai donné l'exemple du Rafale. Là aussi, le Rafale, c'est pas un avion à réaction, si vous voulez, donc avec un... Voilà. Et là, le Rafale, on voit qu'il y a deux turboréacteurs. Deux turboréacteurs. Alors, quelles sont les données? Alors, le Rafale, chaque réacteur a une poussée d'à peu près entre 50 kN et 75 kN. Ça, c'est quand on fait de la post-combustion. Donc, pas tout le temps, hein. C'est quand vraiment c'est nécessaire pour avoir une forte accélération. Les prévisions à l'horizon 2023 ou 2024, je crois que c'est 80 kN à 90 kN. Bon. Comme vous pouvez le voir, il y a deux réacteurs, donc ça fait 100 kN. Ça, c'est un ordre de grandeur que je vous conseille de retenir pour les
l'école de l'air, par exemple, ça fait 100 kN de poussée totale. Avec les deux réacteurs, on peut aller jusqu'à 150 kN. Donc ça fait 10 tonnes à 15 tonnes de poussée, si vous divisez par petit g, si vous raisonnez en tonnes. Donc 10 tonnes de poussée, on était à 1200 tonnes pour la fusée Ariane. Mais évidemment, le Rafale, il est beaucoup plus léger. Il est évidemment beaucoup plus léger et beaucoup plus maniable. Que dire de plus que là, bien sûr, c'est pas des réactions chimiques explosives. Là, on brûle du kérosène. Donc c'est en brûlant le kérosène qu'on va provoquer effectivement une augmentation de l'énergie cinétique des gaz éjectés. Pour l'Airbus A380, qui lui aussi brûle du kérosène, donc on n'utilise pas de réaction chimique explosive pour le faire décoller. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 réacteurs. Alors là, on a 340 kN par réacteur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus qu'un réacteur de Rafale. Mais évidemment, c'est beaucoup plus lourd, vous imaginez, avec les passagers, les bagages, etc. 340 kN, mais on est encore une fois très très loin de la poussée au décollage de la fusée de 12 000 kN, de la fusée Ariane 5. Avec les 4 réacteurs, on est à 1360 kN en tout, donc 136 tonnes de poussée. Alors qu'on a 10 tonnes de poussée en tout, enfin 15 tonnes en post-combustion pour le Rafale, et qu'on avait 1200 tonnes de poussée au décollage pour la fusée Ariane 5. Donc voilà pour le deuxième exemple donc, de bilan de quantité de mouvement qui nous a permis d'évaluer tout ce qui concerne la poussée des réacteurs et des turboréacteurs. Alors pour finir le cours, il nous reste un dernier bilan mécanique à évaluer avant d'aborder les bilans thermodynamiques. Ça, on verra ça sur le cours de vendredi. Donc petit d, un bilan de moment cinétique. Alors c'est un petit peu plus rare, on les rencontre un peu moins souvent au concours, mais il faut quand même savoir que ça existe et parfois ils sont vraiment indispensables. Alors, le bilan de moment cinétique, il va être basé bien sûr sur la loi fondamentale de la mécanique qu'on appelle théorème du moment cinétique. Alors, on rappelle ce que c'est. Pour un système fermé, dans un référentiel galiléen, en un point fixe du référentiel galiléen, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique de sigma en ce point fixe, calculé en ce point fixe, c'est égal à la somme des moments des actions extérieures calculées en ce même point fixe. C'est le théorème du moment cinétique. Bien, alors, ce bilan macroscopique de moment cinétique, j'ai décidé de l'appliquer donc à un hélicoptère qui existe depuis assez longtemps, depuis à peu près 1950. Il a été utilisé pendant la guerre d'Algérie d'ailleurs, c'est l'hélicoptère Djinn, d'où son nom Djinn, hein. Ça vient effectivement des esprits malins dans la culture musulmane, donc c'était pendant la guerre d'Algérie. Alors nous, on va s'intéresser uniquement à sa mise en route, hein, donc à la mise en rotation de son rotor. Alors par rapport à des hélicoptères classiques, comme par exemple l'hélicoptère Tigre, qui lui brûle du kérosène pour faire tourner le rotor en exerçant un couple moteur sur le rotor, et qui effectivement nécessite un rotor de queue, on en parlera tout à l'heure à la fin. L'hélicoptère Djinn, alors on va voir beaucoup moins puissant, beaucoup plus léger, bien sûr, avec pas du tout les mêmes propriétés, on va pas lancer des missiles avec un hélicoptère Djinn. L'hélicoptère Djinn, lui, il n'a pas de rotor de queue, et en fait, il n'a pas de moteur, enfin en tout cas le rotor ici, il n'est pas mis en rotation par un moteur, pas du tout. Alors il y a quand même un moteur, mais pour faire fonctionner une soufflerie qui est ici, qui va aspirer de l'air et qui va cracher de l'air dans ce tuyau. Et ensuite, cet air, il va se répartir dans les deux pales creuses de cet hélicoptère. Alors que sur un hélicoptère type Tigre, il y a 4 pales et elles ne sont pas creuses. Voilà, ce ne sont pas des pales creuses, elles sont mises en rotation par un moteur ici au niveau de cet axe. Bien, alors on va voir bien sûr le principe de fonctionnement. Donc la mise en route dans le référentiel terrestre galiléen, donc là vous avez le rotor, donc avec l'axe du rotor et les deux pales creuses, et on va effectivement injecter de l'air comprimé avec une vitesse très importante dans ce rotor. Ensuite, l'air va se répartir symétriquement vers les deux pales, et là, vu de dessus, vous allez éjecter cet air, donc ici et ici. Alors, ce qui va provoquer effectivement une mise en rotation donc de l'axe du rotor dans ce sens-là. Alors c'est le même principe que la fusée, si vous éjectez des gaz, donc ici de l'air comprimé dans ce sens-là, vous provoquez une poussée dans ce sens-là. Si vous éjectez des gaz dans ce sens-là, vous provoquez une poussée dans ce sens-là. Donc en fait, on va avoir deux effets symétriques de poussée, comme dans un tourniquet hydraulique pour arroser le jardin, si vous voulez, en éjectant de l'eau, et vous allez mettre en rotation donc le rotor. Donc on va avoir un vecteur rotation pour le rotor qui va dépendre du temps, parce qu'au départ, il est fixe, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la mise en rotation, c'est la mise en route de ce rotor. Alors, je vous cache pas que la mise en rotation de ce rotor, donc, permet effectivement de provoquer une portance,
une portance qui va soulever l'hélicoptère. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. J'appelle V-éject la vitesse d'éjection donc de l'air par rapport au rotor. J'ai bien mis ici, hein, V-éject c'est la vitesse de l'air par rapport au rotor. Voilà, le débit massique grand dm, c'est dms sur dt égale dme sur dt. Donc en fait, la masse d'air qui rentre par unité de temps ici, donc dme sur dt, je vais la retrouver répartie en deux, donc dms sur 2, dms sur 2. Voilà, le même débit massique, mais réparti en deux des deux côtés. Puisque je suis en rotation, je vais avoir besoin d'une base polaire UR Uθ. J'appelle petit d la dimension du bec d'éjection. C'est le même ici, c'est symétrique. Hein. Et grand R, évidemment, le rayon de la pale. Donc entre l'axe de rotation et la sortie ici. Bien. Donc, dès que dans une problématique d'écoulement de fluide, parce que là on a un écoulement d'air dans la canalisation du rotor et qui est éjecté donc dans l'atmosphère, il y a bien une rotation, il y a bien une mise en rotation. Donc là, c'est le moment cinétique qui va vous permettre de vous en sortir. Vous n'aurez pas le choix. En plus, le régime n'est pas stationnaire, puisque oméga, la vitesse de rotation du rotor, va varier au cours du temps. Alors, on définit un système fermé, toujours, même principe, sigma à l'adapté. On va dire que c'est le fluide contenu dans la canalisation que constitue le rotor creux et les pales creuses, plus dme, la petite masse d'air qui va rentrer entre t et t plus dt à la vitesse v grand E, plus le rotor. Et là, on va prendre donc le rotor, donc la canalisation. Sigma T plus dt, c'est toujours le fluide, donc l'air dans la canalisation du rotor et des pales creuses, plus dms, donc la masse totale qui va sortir des pales creuses entre t et t plus dt. Donc dms sur 2 ici en B, dms sur 2 ici en A, plus bien sûr toujours le rotor, donc la partie solide qui est en rotation autour de l'axe fixe OZ, en tout cas à la mise en route. Bien. Ensuite, on va évaluer le moment cinétique donc, de ce système sigma, calculé en O, point fixe de l'axe de rotation qui est ici, le point O. C'est donc égal au moment cinétique du fluide et du rotor, du fluide dans le rotor et du rotor, et tout ça, on va l'assimiler donc à un solide en rotation autour d'un axe fixe avec le moment d'inertie J qui ne va pas varier. Alors je vous cache pas qu'en réalité, le moment d'inertie donc du rotor, il est tellement plus grand que le moment d'inertie des bulles d'air qui est à l'intérieur, on pourrait même dire qu'on peut négliger le moment d'inertie de l'air contenu dans le volume V. Donc tout ça, je l'appelle J, c'est quelque chose qui ne va pas varier. Donc c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation au Z, donc du rotor et des pales creuses et de l'air contenu à l'intérieur. Donc à la date T, J oméga, moment cinétique donc d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, qui dépend du temps fois UZ. Et il me faut bien sûr le moment cinétique de DME, c'est-à-dire OE vectoriel DME VE, avec OE vectoriel VE qui donne 0, puisque OE et le vecteur VE sont collinéaires. Donc là, la masse DME, elle ne contribue pas au moment cinétique du système sigma adapté. AT plus DT, pareil, j'ai le rotor et l'air à l'intérieur, mais avec une vitesse de rotation différente. Par contre, c'est toujours le même J, le même moment d'inertie. Donc J oméga AT plus DT UZ, plus le moment cinétique de DMA et de DMB. Donc DMS sur 2 en B, DMS sur 2 en A. Et là, attention, ça va pas être nul. Donc là, on va avoir deux fois, puisque c'est parfaitement symétrique, hein, donc deux fois OA, vectoriel DMS sur 2 VA. J'aurais pu faire OB, vectoriel DMS sur 2 VB, c'est exactement la même chose. Le vecteur VA, c'est la vitesse de l'air, donc la vitesse de la masse DMS sur 2 d'air éjecté, par rapport à la Terre, qui est notre référentiel galiléen de référence. Donc c'est la vitesse de l'air par rapport au rotor, V éjecte, plus la vitesse du rotor par rapport à la Terre, donc grand R oméga Uθ. Puisque le bout de rotor solide qui est ici, il est en rotation à la vitesse angulaire oméga, donc sa vitesse c'est bien grand R oméga de t Uθ. Le vecteur position OA, je vois que c'est grand R UR moins petit d Uθ, mais donc de toute façon petit d est très petit devant grand R, mais de toute façon avec le produit vectoriel ça disparaît. Voilà, puisque Uθ vectoriel Uθ, ça va bien disparaître. Évidemment, V éjecte c'est moins V éjecte Uθ, car la vitesse d'éjection, comme vous pouvez le voir, elle est opposée à Uθ. Ce qui me donne donc au final J oméga t plus dt uz plus dms grand R, R oméga de t moins V éjecte, tout selon uz. Donc la dérivée par rapport au temps du moment cinétique de ce système fermé sigma à la date t, c'est donc J d'oméga sur dt uz. J'ai fait at plus dt moins at divisé par dt. Plus dms sur dt, c'est le débit massique dm d'air qui sort et qui rentre dans le rotor et qui sort du rotor. Grand R oméga moins V éjecte plus Z. Voilà. Alors maintenant, il faut faire le bilan de toutes les actions extérieures qui s'exercent sur ce système sigma.
Alors bien sûr déjà, puisqu'on a pris le rotor, il y a la réaction de l'axe de rotation sur le rotor. On va supposer que la liaison est parfaite, donc il n'y a pas de moment. Donc effectivement, pour tenir le rotor bien à la verticale, il y a bien sûr la réaction de l'axe de rotation. On suppose que cette liaison est parfaite, donc il n'y a pas de moment, pas de couple. Ensuite, il y a les forces de pression. Mais là, on voit bien que tout ça, c'est dans l'atmosphère à la pression P0. Donc les forces de pression qui auraient tendance à faire tourner ici sont compensées par les forces de pression ici, les mêmes. Pareil partout ici. Donc les forces de pression n'ont aucune tendance à soit faire tourner, soit empêcher la rotation du rotor. Donc le moment résultant des forces de pression, on le prendra nul. Alors bien sûr, il y a certainement ce qu'on appelle un couple de traînée, donc il y a certainement une résistance de l'air atmosphérique à la rotation, mais on ne peut pas la prendre en compte ici parce qu'on n'a pas d'éléments, donc on va la négliger. Et le moment du poids, on va le prendre nul, puisqu'en général, le centre de gravité donc, du système rotor et air, il est confondu avec le point haut, donc il n'y a pas de moment. Et c'est tout. Il n'y a pas de couple moteur. L'axe de rotation n'est pas relié à un couple moteur, donc il n'y a pas un couple moteur qui fait tourner le rotor ici. Donc là, le rotor, il n'est pas soumis à un couple moteur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rotor de queue, vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc au final, le moment résultant de toutes les actions extérieures, on le prend nul, puisqu'on néglige bien sûr le moment exercé par la résistance de l'air, par la traînée de l'air, puisqu'on n'a pas les éléments. On se retrouve donc avec, en projetant sur UZ, cette équation différentielle vérifiée par grand oméga. Alors en effet, V éjecte c'est fixé, hein, vous allez voir, V éjecte c'est fixé par la puissance de la soufflerie. Donc c'est comme une constante, donc on peut résoudre l'équation différentielle du premier ordre. Voilà, t égale 0, oméga égale 0, donc j'ai bien cette forme-là, avec une mise en route, donc une mise en rotation, qui va durer 5 taux en pratique. Taux c'est J sur grand dm r carré, et j'aurai oméga limite égale V éjecte sur grand R. Donc au bout de 5 taux, la vitesse angulaire du rotor sera stabilisée. Et là, normalement, si tout va bien, ça permet d'avoir suffisamment de portance pour faire décoller ce petit hélicoptère. Je remarque qu'en régime permanent, une fois que j'ai atteint la vitesse angulaire oméga limite, je remarque que la vitesse de l'air par rapport à la Terre, elle vaut donc vecteur nul. Alors en effet, la vitesse de l'air en A, donc à l'éjection, on a vu tout à l'heure que c'était R oméga moins V éjecte. Donc si oméga égale V éjecte sur R, ça fait 0. Ça veut dire qu'en fait, par rapport à la Terre, les bulles d'air, par rapport à la Terre, se retrouvent immobiles. Donc l'air qui est éjecté par les pales, par rapport à la Terre, il a une vitesse nulle. Il a une vitesse non nulle par rapport à la pale, évidemment, ce qui provoque la propulsion. Mais par rapport à la Terre, il a une vitesse nulle en régime stationnaire. Alors, quelques ordres de grandeur. On atteint oméga limite de l'ordre de 500 tours par minute. Ça fait environ 52,8 radians par seconde. R, c'est 5,5 mètres sur l'hélicoptère Jean que je vous ai représenté ici. Voilà. Ensuite, la vitesse d'éjection, c'est 290 mètres par seconde, donc c'est pas mal. C'est un peu en dessous de 340 mètres par seconde. C'est quand même subsonique, mais on s'approche du supersonique. Le débit massique, c'est à peu près 4,2 kg par seconde d'air, donc c'est beaucoup, puisque l'air, c'est 1,2 kg par mètre cube, donc ça fait quand même plusieurs mètres cubes d'air éjectés par seconde, donc c'est parce que la vitesse est très grande. La section d'éjection, c'est à peu près 60 cm². Le moment d'inertie, donc on l'associe à mr carré, ça fait à peu près 1500 kg mètre carré, puisque la masse du rotor et de l'air à l'intérieur, c'est à peu près 50 kg. On en déduit que taux vaut 12 secondes, donc en gros, il faut à peu près une minute pour atteindre la mise en rotation. Alors, on va maintenant faire un bilan d'énergie mécanique sur la soufflerie pour essayer d'évaluer la puissance du moteur qui fait tourner, il y a quand même un moteur, hein, mais le moteur il fait tourner l'hélice dans la soufflerie, il ne fait pas tourner le rotor. Donc en effet, ici vous avez la soufflerie, donc ici il y a une hélice, hein, donc comme la pompe hydraulique qu'on avait vue, hein, c'est comme un compresseur. Donc ici il y a une hélice qui est mise en rotation donc par un moteur qui est alimenté par du kérosène, hein, il n'y a pas de secret. Donc l'air est aspiré ici, puis ensuite éjecté vers le haut, pour ensuite se répartir dans les deux pales creuses. Alors on va essayer d'évaluer la puissance du moteur qui fait tourner donc l'hélice ici de la soufflerie du compresseur. C'est comme une espèce de ventilateur, si vous voulez. On est dans le référentiel lié à la Terre, et on est avant le décollage, donc pour l'instant tout est encore au sol, donc cette canalisation elle est fixe, hein. On peut se placer en régime stationnaire, puisque le moteur, une fois qu'il est démarré, en quelques secondes, on a une vitesse stabilisée pour la vitesse d'éjection V grand E à la sortie de la soufflerie.
On a un débit massique grand DM stabilisé pour le débit massique d'air comprimé qui va être envoyé dans les pales creuses, sur une section S grand E qui vaut à peu près 120 cm², donc c'est à peu près 2 fois la section d'éjection des pales creuses. Bien, alors on va définir un nouveau système sigma fermé à T, donc on va dire que c'est l'air dans la canalisation, voilà, plus dme1, donc la masse d'air qui va rentrer entre TT plus DT avec une vitesse négligeable. Sigma T plus DT, donc c'est l'air dans le volume V, plus DMSE, j'aurais dû mettre, enfin c'est pas grave, donc la masse d'air qui est éjectée ici entre T et T plus DT. Et là on se place en régime stationnaire, puisque là on n'est pas sur la mise en rotation des pales du rotor, on est juste sur le fonctionnement de la soufflerie, qui permet donc d'envoyer de l'air comprimé à grande vitesse dans les pales creuses. L'énergie mécanique de sigma à la date T, c'est l'énergie mécanique du volume V, puisque la vitesse est quasiment nulle ici. Et à T plus dt, même chose, plus dme VE carré sur 2, donc l'énergie cinétique, évidemment, de dme, qui est loin d'être négligeable, vous l'imaginez bien. On fait ça moins ça divisé par dt, donc on a la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, on trouve grand dm VE carré sur 2. Or le débit massique, c'est la masse volumique de l'air fois la section fois la vitesse. Donc dm au cube sur 2 mu carré SE carré avec la section. J'ai pris mu égale 1,2 kg par mètre cube pour la masse volumique de l'air. J'applique le théorème de l'énergie mécanique dans le référentiel terrestre galiléen à ce système fermé. C'est égal à la puissance de toutes les actions extérieures non conservatives plus la puissance de toutes les actions intérieures non conservatives. Donc, nous avons évidemment la puissance exercée par l'hélice, donc par le moteur sur l'hélice, c'est ce qui nous intéresse, la puissance des forces de pression à l'entrée et à la sortie, la puissance de la canalisation elle est nulle puisque la canalisation est fixe, et la puissance des forces de viscosité entre les bulles d'air. Alors évidemment, là, pour faire une évaluation, on va essayer de gagner un petit peu de temps. On va considérer que la puissance des forces de pression et la puissance des forces de viscosité, on va considérer que c'est négligeable devant la puissance du moteur, devant la puissance de l'hélice. Alors évidemment, c'est cohérent puisque quand on fait l'application numérique, on a donc cette puissance qui serait égale à dE mec sur dt, on trouve 178,6 kW. Donc c'est clair que la puissance des forces de viscosité qu'on a évalué dernièrement sur de l'eau liquide dans une canalisation avec la pompe hydraulique, c'était quelques centaines de watts, donc on est vraiment négligeable. Et pour la puissance des forces de pression, c'est pareil. Bon, à l'entrée, la vitesse est quasiment nulle, donc il n'y a pas de puissance. À la sortie, la vitesse est importante, mais bon, il faudra avoir accès à la pression à la sortie. C'est un peu compliqué. Ici, on peut pas appliquer Bernoulli puisqu'il y a une partie mobile. Donc on va considérer que c'est négligeable et qu'on a une évaluation donc de la puissance du moteur. Sachant que un cheval c'est 736 watts, ça fait à peu près 243 chevaux. C'est effectivement l'indication qui est donnée pour les puissances des petits hélicoptères Jean. Voilà, ça permet d'avoir une idée de la puissance du moteur, la puissance du moteur de cet hélicoptère. Alors pour terminer, on va quand même faire une petite comparaison avec l'hélicoptère Tigre, qui lui évidemment n'a rien à voir. Il y a 4 pales, elles sont pas creuses. Il y a un vrai moteur qui fait tourner le rotor, il n'y a pas de soufflerie ici, hein, donc il y a un vrai moteur qui fait tourner le rotor. En réalité, il y a 2 turbines qui vont provoquer un couple moteur sur le rotor, et il y a évidemment un rotor de queue ici. Alors il y a 2 turbines qui vont fournir un couple moteur résultant sur le rotor, donc 2 fois 1341 chevaux, donc 1974 kW en tout pour la puissance des 2 turbines. Sur le rotor, on est évidemment très loin des 178 kW pour l'hélicoptère Jean, hein. Ça n'a pas du tout la même fonction. Bien. Alors, cet hélicoptère avec son rotor de queue, son grand rotor, la rotation évidemment provoquée par le couple moteur sur les pales, vont provoquer une portance qui va faire monter l'hélicoptère. Quand on incline l'hélicoptère, cette portance est aussi inclinée, donc on va pouvoir le faire avancer évidemment, voire le faire reculer, voire le stabiliser. Mais il y a un rotor de queue. Ah, il y a un rotor de queue et c'était pas le cas pour le Jean. Alors pourquoi? Alors vue de dessus, si je fais une vue de dessus, ici avec le rotor et ses 4 pales, eh bien le couple moteur, le moteur il est fixe par rapport à la cabine et il exerce un couple moteur sur le rotor. Donc principe des actions réciproques, ça veut dire que le rotor il exerce un couple un moment sur la cabine. Donc s'il n'y avait pas le rotor de queue, quand le moteur fait tourner le rotor, bah, la cabine, puisqu'elle ne repose pas sur le sol quand on est dans l'air, la cabine, elle va tourner dans le sens contraire. Alors c'est ce qu'on voit sur certaines vidéos quand il y a des accidents, c'est-à-dire que le rotor de queue, il est détruit par un missile ou alors il est en panne, et là on voit la carlingue, on voit la cabine de l'hélicoptère qui tourne dans le sens contraire du rotor. Donc évidemment c'est dramatique, hein, ça provoque des accidents dramatiques, hein. Donc rotation de la cabine dans le sens contraire du rotor.
Alors évidemment, pour contrer ça, pour éviter ça, il y a le couple du rotor de queue. Donc le rotor de queue, lui, il va exercer un couple sur la cabine qui va exactement compenser le couple exercé par le rotor sur la cabine. Donc la cabine, elle est soumise en fait à deux couples, le couple exercé par le rotor, opposé au couple moteur sur le rotor, et le couple du rotor de queue. Donc le rotor de queue, en fait, il est là pour compenser, il est là pour exercer un couple qui permet de stabiliser la cabine et de la maintenir à peu près stable. Alors évidemment, il n'est pas nécessaire sur l'hélicoptère Jean, puisque sur l'hélicoptère Jean, le rotor n'est pas soumis à un couple moteur. Donc il n'y a pas de couple exercé par le rotor sur la cabine de l'hélicoptère Jean. Pas du tout. Alors, il y aurait le couple moteur exercé sur l'hélice de la soufflerie. Donc, le rotor de la soufflerie exercerait un couple sur la canalisation de la soufflerie, mais ça n'a pas tendance à faire tourner effectivement la cabine de l'hélicoptère autour d'un axe. Donc on voit bien que voilà, le rotor de queue, il est là pour exercer un couple perpendiculaire bien sûr à l'hélice du rotor de queue, qui va compenser donc le couple, l'opposé du couple moteur qui s'exerce sur le gros rotor. Donc sans rotor de queue, c'est impossible de stabiliser un hélicoptère en l'air. Voilà, donc là c'est pareil, on a un peu débordé le programme, mais c'est pas mal d'avoir quelques notions, quelques idées du fonctionnement d'un hélicoptère classique, hein, avec un vrai couple moteur. On fait bien sûr 95% des hélicoptères, ils fonctionnent comme ça. Les hélicoptères Jean, c'est quelque chose qui est utilisé, mais qui n'a pas vraiment pris. Pourquoi? Parce que c'est des petites puissances, donc c'est pour faire de l'observation, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, c'était utilisé pour faire de l'observation, donc notamment en montagne. Donc on peut embarquer une ou deux personnes, pas beaucoup de matériel, bien sûr pas de missiles, donc c'est pas un hélicoptère de combat, hein, c'est plus un hélicoptère d'observation. Mais c'était intéressant de voir une application d'un bilan moment cinétique sur ce type d'hélicoptère. Alors en TD, on verra un autre exemple, notamment tout ce qui est tourniquet hydraulique, c'est un autre exemple important de bilan de moment cinétique. Donc voilà, c'est tout pour les bilans mécaniques. Donc il nous reste à aborder les bilans thermodynamiques vendredi et on aura terminé la mécanique des fluides.